Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui pour continuer l'épopée extraordinaire de la Easy Company. L'histoire d'aujourd'hui va se situer en décembre 1942, lorsque les troupes vont arriver au camp Fort Benning, pour se terminer en septembre 1943, lorsque les troupes vont monter à bord du paquebot Samaria pour prendre la direction de l'Angleterre. Comme à l'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo ou de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche ou laisser un pouce bleu, c'est toujours très apprécié. Je voulais vraiment dire un gros merci à ceux qui suivent la chaîne et même si vous ne vous abonnez pas, si vous écoutez la vidéo, c'est déjà un plus. Comme je vous rappelle, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédemment, moi je fais vraiment ça par passion, j'ai aucune formation là-dedans, la seule formation que j'ai dans ma vie c'est travailler le métal, moi je suis machiniste. Donc, aussitôt que mon travail est terminé, je termine sur l'heure du dîner. Je m'en viens ici, je mange, je me lave, je tombe dans mes livres, j'écris des histoires et je vous les partage. Donc, si vous appréciez, tant mieux. Donc, aujourd'hui, c'est l'épisode 2 sur les traces de la Easy Company. L'épisode s'intitule « Les ailes d'argent ». Je vous souhaite une très bonne vidéo. In a store, and a guy in that store told us to put our uniforms on. What the hell are you talking about? He says the USA is in a war with Japan. We couldn't believe it. Well, our country was attacked. It's a different. It wasn't like Korea or Vietnam. We was attacked. And, you know, it was a feeling that maybe we're just dumb country people, but where I come from, but a lot of us volunteered. Who would like to volunteer for the Tank Corps? Who would like to volunteer for the Air Force? Who would like to volunteer for Navy or whatever? And then they said, who would like to volunteer for the Airborne? So we said, what the hell is the Airborne? Nobody ever heard of it. We came from a small town, and 3 fellows in that town that were 4F committed suicide because they couldn't go at different time. I did things. I didn't do them for medals. I didn't do them for accolades. I did them because it's what had to be done. The guy said, well, you jump out of airplanes. You know, you got all your Army equipment and you jump out of airplanes to fight the enemy. They said, go to hell. Nobody put up their hands. And then, I don't know what it was, brought it up, but the guy giving the speech was saying, but you get paid $50 a month more. So that made it $100. Décembre 1942. Les troupes sont à Fort Benning, près de Columbus, en Géorgie. Le 506e est cantonné dans de petites cabanes en bois très mal tenues. L'endroit est misérable comparé au camp Toccoa. Mais les hommes de la compagnie E accueillent Fort Benning avec un soulagement, dans la mesure où ils vont enfin pouvoir suivre un entraînement spécialisé. Ils ne passeront plus l'essentiel de leur temps à faire des exercices physiques. Le stage de parachutiste était censé composer 4 phases. Une semaine de préparation physique, dite phase A, suivie de 3 autres phases, B, C et D, qui devaient durer environ une semaine chacune. Après 2 jours seulement, les instructeurs de l'école des troupes aéroportées ont fait sauter la phase A aux hommes du 506e. Je vous explique pourquoi. Arrivés directement du camp Toccoa, les hommes du 1er bataillon avaient une forme physique exceptionnelle. Les hommes de la Easy avaient entamé cette phase A en ridiculisant et en mettant dans l'embarras leurs instructeurs à chaque épreuve. Après 2 heures de course, les professeurs étaient épuisés, tandis que les hommes de la Easy, eux, couraient de reculons, défiant leurs instructeurs, leur demandant si la séance d'entraînement allait bientôt se terminer et s'ils allaient pouvoir enfin passer aux choses sérieuses. Après 2 jours, les instructeurs n'en pouvaient plus, expliquant à leur commandant que les hommes du 506e étaient en bien meilleure forme physique qu'eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont sauté la phase A pour tomber directement à la phase B. En ce qui concerne la phase B,
Pendant une semaine, les hommes de la compagnie E se rendaient en petits groupes jusqu'au hangar où ils ont appris à plier leur parachute. Une fois l'avant-midi terminé, ils revenaient en courant pour aller dîner et passer le reste de l'après-midi à sauter sur des tas de sciure à travers l'ouverture d'une porte d'un fuselage d'avion C-47 qui se trouvait à être à 1,30 m environ du sol. Ils apprenaient aussi à se jeter dans le vide depuis des tours d'entraînement de 10 mètres, leur harnais étant accroché sur un corps métallique passant sur une poulie. Your boy's on a scaffold, but don't worry. It's Uncle Sam's new air infantry in training. That's one way of learning how to handle parachute harness and shroud lines. Lesson number 2 just gets you into the feel of the thing. As the platform hoppers do their stuff, they're mastering the proper landing technique. La semaine suivante, la phase C a été consacrée à des sauts commandés ou automatiques depuis des tours d'entraînement de 80 mètres de haut. L'une de ces tours était équipée d'un dispositif de chute contrôlé et d'amortisseur. Le but de ces entraînements était de familiariser les apprentis parachutistes avec le saut dans le vide, mais surtout de les préparer par la secousse provoquée par l'ouverture de leur parachute. Je vous laisse voir une vidéo des hommes du 506e à Fort Benning. New training equipment at Fort Benning, Georgia. Parachute pupils are drawn to the top of a tower 250 feet high. The first training operation is that kind of descent. They get used to a parachute. Easy way first. The second operation, the pupil is in a position such as in actual jumping, and he gets accustomed to the jerk when a parachute opens. Then practicing how to land, important for a parachute soldier. And finally, they're launched for a descent on their own. Troops from the sky acquire new importance in modern war, and the Army is training them in an up-to-date way. He makes a perfect landing, and now is ready to try it from a plane in the sky. Après ces 2 semaines, les hommes étaient prêts à passer à la phase D, la phase décisive au cours de laquelle il leur faudrait effectuer 5 sauts réels à bord d'un avion C-47 pour mériter leurs ailes d'argent. Le soir précédant leur premier saut, les hommes étaient très stressés. Ils ont vérifié et plié leurs parachutes avant de les déplier et les vérifier à nouveau, puis les replier et ainsi de suite jusqu'à 11 h le soir. Levés à 5h30 le matin, ils ont gagné en chantant le hangar de la base aérienne de Lawson Field. Pour tromper leur anxiété, les hommes fumaient des cigarettes l'une après l'autre, blaguaient, ne cessaient de vérifier leur parachute, le principal, le dorsal et celui de secours, le ventral. Chaque avion pouvait emporter 24 parachutistes divisés en 2 rangs de 12 hommes. Pour 95% de la compagnie, c'était un baptême de l'air. Les hommes montent à bord des avions. Arrivé à 500 mètres d'altitude, le C-47 se met à tourner en rond. La lumière rouge dans le cockpit s'allume. Le largueur, un sergent instructeur, dit aux hommes de se lever. Chacun des hommes du premier rang s'est levé, a saisi le mousqueton, l'a accroché au câble qui parcourait la partie haute du fuselage. Premier homme de rang est venu se placer devant la porte grande ouverte. Pour une raison évidente, on avait appris aux soldats à regarder droit devant eux, ne jamais baisser les yeux. On leur avait également appris à placer leurs mains sur l'extérieur de la porte, jamais les mains à l'intérieur. Avec les mains à l'extérieur, il leur était impossible de se retenir dans l'avion. Lorsqu'un largueur voyait des hommes placer les mains à l'intérieur, il devait le tirer en arrière pour laisser sauter les autres. 2 membres de la compagnie E ont refusé le saut. L'un d'eux, le soldat Joe Ramirez, s'est retrouvé au fond de l'avion. Après avoir vu sauter tous ses camarades, il demanda au largueur s'il pouvait essayer de nouveau. L'avion a refait un passage et Ramirez a sauté. Je vous laisse voir une vidéo, encore une fois à Fort Benning en 1942. Remarquez la secousse créée par le parachute lorsque les hommes sautent, c'est vraiment impressionnant.
Les membres de la compagnie E ont effectué leur deuxième saut l'après-midi du même jour. Encore une fois, les hommes se sont avancés à la porte et ont sauté un après l'autre. Pour la plupart, la deuxième fois était vraiment euphorique. Les troisième et quatrième sauts ont lieu la veille de Noël. Le lendemain, journée de fête, les hommes étaient en congé et ils ont pu festoyer et faire l'honneur de la fameuse dinde traditionnelle. Pour la quasi-totalité de la compagnie, c'était un premier Noël loin de leur famille. Le 26 décembre 1942, le moment tant attendu, les hommes de la compagnie effectuent leur 5e saut pour obtenir la récompense pour laquelle ils travaillent depuis maintenant déjà 6 mois, les ailes d'argent, qu'ils se sont vus épinglées sur leur poitrine. C'est à partir de cet instant inoubliable que chaque membre de la compagnie E, ou plutôt chaque membre du 506e, sont devenus à jamais des hommes hors du commun. 94% des hommes du régiment, cette journée-là, ont obtenu leurs ailes. C'est un record qui tient encore aujourd'hui en 2023. We packed our own chutes for the first jump. Nervous as hell getting on the plane. You're asking yourself, what the hell am I doing When here? it came time to stand up and hook up, we did. Coming down is great. It affects everybody different. Felt like a bird flying in the air. Broke my foot on the first one. They're dropping 16 feet a second. I can remember just like it was yesterday. That morning after breakfast, they marched us all out there to the airfield. There was a bunch of guys out there that already made their jump. And they was all hollering, "You're gonna be sorry," you know. You didn't want to be afraid, you know, because all these other guys are right there with you, and your bravado and all that. But you didn't want to be afraid, so you kept that out of your mind. You know, in those days, jumping out of an airplane is not like today. My first flight up, I jumped. I was years before I ever landed in an aircraft. And most of the fellow troopers was the same story. Well, foolishly, I didn't think it'd be so tough, but the first jump you make is not all that bad. You don't know what you're doing. It just seems like when you step out the door, well, your chute just opened right then. As I went out the door, I was blank. I cannot remember leaving the plane until after the chute opened up. My God. But after that, it wasn't as bad. But it was quite a thrill. It was just like going on a roller coaster. You get off and you want to go right back on again. Yeah. It was a thrill. It was a high, as they say these days. Everybody just seemed to enjoy themselves. They went out. The landing was the hardest part. Once I got out and the chute opened, I was happy to Lord. You know, coming down is great. I was small too, and I didn't hurt myself when I hit the ground. Some of the big ones hit the ground like a ton of, what's the name? The thing you worried about most was your chute. Did you pack it right? And you'd go through that, you'd pack it one day and jump the next day. You had all night to think about it. You had all kinds of ideas of what you might have done wrong, but it worked out fine. We made 5 jumps in the 3rd week there, and then you were a qualified paratrooper. Got your wings pinned on, and became one of the elite members of the parachute regiment. We were thoroughly prepared. The men were trained, hardened, physically and mentally, and they were ready to jump. Après l'obtention de leurs ailes, le colonel Robert Sink a passé chacun des hommes en revue avant de regrouper ces derniers autour de lui. Debout sur une estrade, il a lu l'ordre du jour avant d'ajouter qu'il accordait une permission de 10 jours aux nouveaux parachutistes, leur rappelant que leur comportement devait rester exemplaire et surtout qu'ils ne devaient pas revenir en retard de cette permission. À leur arrivée chez eux, les membres de la Easy Company ont été un sujet d'émerveillement pour les parents et amis, dû à leur forme physique. À cause de la forme physique, bien sûr, mais plus de l'assurance qu'ils avaient acquis au cours des 6 derniers mois. Ils avaient suivi un entraînement intensif qui éliminait 3 de leurs camarades sur 5. Ils avaient survécu à Tokoa, survécu aux harcèlements du capitaine Sobel. Ils faisaient partie désormais d'une élite.
Malheureusement, en janvier 1943, après leurs 10 jours de permission, un nombre inquiétant d'hommes du 506e vont arriver en retard au camp Fort Benning. Tous ces retards étaient en grosse partie causés par une insuffisance des moyens de transport de l'époque. Mais le colonel Robert Sink les avait bien avertis de ne pas arriver en retard. À leur retour, les hommes étaient en grande tenue. Sink passe le régiment en revue, ordonne aux hommes de les suivre vers un espace dégagé situé derrière les baraquements de la cantine. En silence, tous ont écouté un lieutenant lire une liste de noms, un nom par compagnie, choisi parmi ceux qui étaient arrivés les plus en retard. Pour la compagnie Easy, le lieutenant a appelé le soldat de 2e classe John Doe. 2 sergents armés se sont avancés vers le soldat, l'ont fait sortir des rangs avant de l'escorter jusqu'au lieutenant, et tout cela devant tout le régiment. Le lieutenant s'est avancé, a lu les ordres du colonel Sink et a renvoyé le soldat des troupes aéroportées. John Doe était remis à l'infanterie. Non seulement il l'a renvoyé, mais le lieutenant s'est avancé et a arraché l'insigne du 506e sur l'épaule gauche du soldat. C'était tellement humiliant que tous les hommes de troupe ont juré entre leurs dents. Chose sûre, à partir de cet instant, tous les hommes ont compris qu'aucune excuse ne serait tolérée. Je vous laisse voir une entrevue du soldat Richard Winters qui parle justement de cette situation. C'est très intéressant. And he set a standard for us right then and there. Actually, I think everybody can agree that the punishment was unfair. The fact that a man was late because his bus was late, he missed a train connection, or it wasn't his fault that he was late, that didn't make any difference at all to Sink. The fact that you were late, despite the circumstances, is the point that he would not tolerate. You're responsible for being there. It don't matter what. I'll give you an example of that. Personal example. At one point when we were in England, I was athletic officer for the battalion. And Colonel Chase, the executive officer for Sink, was in Littlecote, about 8 miles away. And they wanted to have a meeting. And the setup was that we'll send a Jeep for you, and the meeting will be, say, at 9 o'clock here. Well, the Jeep didn't show up, and I had to wait, and finally the Jeep showed up. So it ends up I'm late for the meeting. Colonel Chase kept me after the meeting is over. And what's your excuse? Well, sir, the Jeep didn't show up. That was supposed to show up to bring me to the meeting. He nods his head. He says, Winters, how far is it from Auburn to Littlecote? Oh, about 8 miles, sir. Do you know how long it takes you to walk or to run that? Yes, sir. Well, the next time you start on time. So that's how reasonable, that's how unfair he wasn't. But he was making the point. No excuses. Yeah. If you're supposed to be here at a certain time, you get there. Don't tell me that it's somebody else's fault. And he followed that straight through. And frankly, that helped set the standards for orders in the future that were to follow us into combat. No excuses, just get the job done. You lived by your watch, you lived by your orders. And frankly, after finishing the service, my time in the service, I was so fed up with living to the minute, to the second, that when I came home, I never wore a wristwatch, and I don't today. I've never worn a wristwatch for that reason. I just had it. And, but we did. We lived right to the second. À la fin du mois de janvier 1943, tout le régiment change d'endroit. Il gagne la partie de Fort Benning qui se trouve en Alabama. Là-bas, tout était plus confortable et la nourriture était bonne. Il y avait même une salle de cinéma. L'entraînement était consacré pour chaque section au combat en zone urbaine.
En ce qui concerne le mode de vie des soldats, en février 1943, vraiment un fait intéressant, on peut lire dans le journal personnel du soldat Carson que les hommes faisaient vraiment beaucoup la fête. Chaque soir, ils quittaient la base pour être de retour le matin aux petites heures vers 4h45 le matin et ils se réveillaient à 5h30. Donc ça leur laissait pas beaucoup de temps pour dormir. Mars 1943, la Easy Company déménage à nouveau. Cette fois, ils prennent la direction de la Caroline du Nord vers le camp McHill. Le camp McHill était vraiment le siège principal du commandement pour les troupes aéroportées en 1943. À cet endroit, l'entraînement est devenu plus intensif et plus sophistiqué. Les hommes sautaient désormais non seulement avec leurs fusils, mais avec d'autres armes légères. Le bazooka était pris en charge par un seul homme et les mitraillettes également. 2 hommes se partageaient le mortier de 60 mm et son socle. Les parachutistes devaient prendre avec eux vivres, munitions, cartes, grenades à main, explosifs et j'en passe. Certains soldats sautaient avec une charge qui équivalait 50 kg ou 110 livres. Parlons un peu du capitaine Sobel. Vous vous rappelez le capitaine Sobel? Eh bien, Sobel, lors des exercices dans les bois, avait choisi comme agent de liaison afin de garder le contact avec les différentes sections placées sous ses ordres, le soldat Ed Tipper. Raconte que même avec son aide, Sobel réussissait à égarer sa boussole, ses cartes et beaucoup d'autres choses. On aurait dit que plus le temps avançait et plus les choses se dégradaient pour le capitaine. Les soldats espéraient tous qu'avec le temps, ils se montreraient tellement incapables que le haut commandement n'aurait d'autre choix que de le remplacer. Sobel répétait toujours à ses hommes de toujours garder un œil sur leurs armes. Ils devaient traiter leurs armes comme si c'était leur copine ou un membre de leur famille. Sobel était très strict à ce sujet. Anecdote vraiment intéressante, à l'occasion d'un exercice de nuit, il avait décidé de donner une leçon à ses hommes. Sobel et l'adjudant-chef Evans se sont glissés subtilement jusqu'à la position tenue par la Easy Company dans le but de voler subtilement les fusils des soldats endormis. Leur mission s'est avérée un véritable succès. Au lever du jour, ils avaient réussi à récolter une 50aine de fusils, quand même. À grand bruit, au petit matin, l'adjudant-chef Evans a rassemblé la Easy Company et Sobel leur a expliqué qu'ils étaient de très mauvais soldats et que durant la nuit, ils avaient réussi à voler leurs fusils. Les hommes de la Easy ne comprenaient pas trop. Tandis que Sobel continuait de s'époumoner, l'officier de la Fox Company est arrivé derrière lui, suivi d'une 50aine de ses hommes. Imaginez-vous que Sobel s'était à nouveau égaré la veille et il n'avait pas réussi à voler les armes de la Easy Company, mais bien ceux appartenant aux hommes de la Fox Company. Cette anecdote m'a tellement fait rire quand je l'ai lu dans le livre que je me devais vraiment de vous la partager. Sacré Sobel. La veille suivant un exercice, la Easy Company a été avertie que certains de ses membres seraient pris le lendemain, seraient désignés pour jouer le rôle de soldats blessés afin que des toubibs et infirmiers puissent s'entraîner à panser et soigner des blessures. Au cours de cet exercice, le capitaine Sobel a appris que le lendemain, il serait parmi ceux qui joueraient le rôle de blessés. Imaginez-vous que lors de cet exercice, et c'est vraiment arrivé, les toubibs ont anesthésié le capitaine Sobel. Une fois ce dernier dans les vapes, ils ont baissé son pantalon, ils ont fait une petite incision simulant une appendicectomie. À son réveil, le capitaine était furieux. Il a incité pour qu'une enquête soit ouverte, mais cela n'a rien donné car aucun membre de la compagnie E n'a pu identifier un coupable. Et on peut comprendre pourquoi. Début mai 1943, un nouveau sous-lieutenant rejoint la première section, celle de Winter. Il s'agissait d'un officier nommé Harry Welch. Avril 1942, Harry s'était engagé dans les parachutistes et avait été affecté au 504e régiment d'infanterie parachutiste qui appartenait à la 82e division aéroportée. Après l'école des troupes, il avait été promu sergent à 3 reprises et rétrogradé les 3 fois parce qu'il ne cessait de chercher la bagarre. C'était un petit Irlandais très costaud, doué d'une incontestable aptitude au commandement. C'est donc pour cette raison qu'il a été réaffecté à la compagnie E. Sobel l'a immédiatement nommé adjoint à Winter et les 2 hommes sont devenus inséparables. Leur relation était fondée sur un respect mutuel et une conception identique du commandement.
Fin mai 1943, au bout d'un interminable voyage de train, les hommes du 506e gagnent le Kentucky. À leur sortie du train, des femmes de la Croix-Rouge les attendent pour leur servir du café et leur donner des beignets, toutes les bonnes choses qui vont leur être enlevées dans le prochain mois. Les prochaines manœuvres allaient imposer à la compagnie de devoir dormir sous la tente, ainsi que de devoir faire des marches de nuit prolongées. Quand ils étaient chanceux dans le secteur du Kentucky, il y avait des habitants qui venaient à leur rencontre et pour leur offrir du poulet frit ou de la nourriture, des bonnes choses qu'ils ne pouvaient profiter. La Easy a gagné le camp Breckinridge, situé toujours au Kentucky, à la fin juillet 1943. Heureusement, pour la plupart des soldats, le séjour à cet endroit a été vraiment de courte durée, car ils se sont vus accorder une permission de 10 jours. Et à leur retour, ils ont repris le train pour prendre la direction de la Caroline du Nord vers Fort Bragg. Il est devenu pratiquement évident pour la quasi-totalité des soldats que le départ en train vers Fort Bragg en Caroline du Nord n'était qu'une étape avant l'embarquement outre-mer des soldats pour aller vers la guerre. On peut facilement se mettre à la place des soldats à cette époque qui devaient vivre beaucoup de questionnements, se demandant où la compagnie E allait atterrir. Est-ce que ce serait le Pacifique ou ils prendraient la direction de l'Europe? Bientôt, ils allaient avoir réponse à leurs questions. Au milieu du mois d'août 1943, le général Lee a passé la compagnie en revue. Une fanfare a attaqué la chanson Over There. Les filles de la Croix-Rouge pleuraient, tandis que les hommes montaient à bord des 20 trains qui les conduiraient vers la guerre. Les trains qui transportaient la Easy sont finalement remontés vers le nord, vers le camp Shank, situé à 50 km de New York, près de l'Hudson. Là-bas, il y a eu des promesses qui n'ont jamais été tenues, des promesses de permission. Au lieu de ça, les hommes ont subi plusieurs vaccinations et les inspections se sont vues vraiment succéder. Journée de l'embarquement, tous les soldats se sont rangés à la file indienne pour escalader la passerelle avec armes et bagages. En mettant le pied sur le Samarian, chaque homme devait donner son nom à un contrôleur qui le portait présent. Il a fallu presque une journée entière pour faire embarquer 5000 hommes sur un bateau construit pour accueillir 1000 personnes. Finalement, les remorqueurs ont aidé le Samaria à quitter son poste d'amarrage pour prendre la direction d'outre-mer. Pour la quasi-totalité des hommes, c'était le premier voyage à l'étranger. When you walk up that gangplank, you know you're gone. As you pull out of harbor and you pass the Statue of Liberty, will I ever be coming back? I don't know. Nous arrivons déjà à la conclusion de l'épisode 2. Je me répète, si vous avez apprécié ce genre de contenu ou la vidéo, activez la cloche pour être mis au courant de la prochaine. La prochaine devrait sortir début 2024. Je vais prendre une petite pause en ce qui concerne la compagnie E en 2023. J'ai beaucoup de lectures à faire pour vraiment peaufiner le reste de l'histoire. Et honnêtement, avant les fêtes, je veux vraiment faire une vidéo de mystère. J'ai déjà un sujet en tête à suivre. Donc, pour ceux qui sont abonnés sur les traces de la compagnie E, n'ayez pas peur, je vais revenir avec l'épisode 3 en 2024. Et je suis vraiment désolé si j'ai de l'air fatigué. On sort d'un épisode de COVID, toute la famille. Donc, on s'en est sorti. Il n'y a pas eu de problème avec ça. J'ai de l'air fatigué, c'est cette raison. N'hésitez pas, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche. Je pense que je l'ai déjà dit. Ça marche plus, mon affaire. Bref, faites attention à vous et gardez les yeux ouverts, on ne sait jamais. Et dites donc au monde que vous aimez, qu'ils prennent soin de vous, que vous les aimez. C'est important de prendre soin de ceux qui prennent soin de nous. Donc, c'est mon petit message. Prenez soin de ceux qui vous aiment. Bye bye, à la prochaine. Attention à vous.